Bonsoir à tous, c'est Voyage au bout de la nuit sur D8. Je poursuis ce soir la lecture d'un amour de Swann de Proust. Voilà, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter, comme toujours, avec le hashtag VBN. Je continue. Sauf en lui demandant la petite phrase de Vinteuil au lieu de la valse des roses, Swann ne cherchait pas à lui faire jouer plutôt des choses qu'il aima, et pas plus en musique qu'en littérature, à corriger son mauvais goût. Il se rendait bien compte qu'elle n'était pas intelligente. En lui disant qu'elle aimerait tant qu'il lui parlât des grands poètes, elle s'était imaginé qu'elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques dans le genre de ceux du vicomte de Borelli, en plus émouvant encore. Pour Vermeer de Delft, elle lui demanda s'il avait souffert par une femme, si c'était une femme qui l'avait inspiré, et Swann lui ayant avoué qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre. Elle disait souvent « Je crois bien la poésie naturellement, il n'y aurait rien de plus beau si c'était vrai, si les poètes pensaient tout ce qu'ils disent. Mais bien souvent, il n'y a pas plus intéressé que ces gens-là. J'en sais quelque chose, j'avais une amie qui a aimé une espèce de poète. Dans ses vers, il ne parlait que de l'amour, du ciel, des étoiles. Ah, ce qu'elle a été refaite, il lui a croqué plus de 300 000 francs. Si alors Swann cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux, au bout d'un instant, elle cessait d'écouter, disant « Oui, je ne me figure pas que c'était comme cela. » Et il sentait, je ne me figurais pas que c'était comme cela. Et il sentait qu'elle éprouvait une telle déception qu'il préférait mentir en lui disant que tout cela n'était rien, que ce n'était encore que des bagatelles, qu'il n'avait pas le temps d'aborder le fond, qu'il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement « Autre chose ?»« Quoi ? Dites-le alors. » Mais il ne le disait pas, sachant combien cela lui paraîtrait mince et différent de ce qu'elle espérait. Moins sensationnel et moins touchant et craignant que désillusionnée de l'art, elle ne le fut en même temps de l'amour. Et en effet, elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce qu'elle aurait cru. « Tu gardes toujours ton sang-froid. Je ne peux te définir. » Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse pour chacun, de sa délicatesse, et il arrive en effet souvent, pour de plus grands que n'était Swann, pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui prouve que la supériorité de son intelligence s'est imposée à eux, ce n'est pas leur admiration pour ses idées, car elles leur échappent, mais leur respect pour sa bonté. C'est aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Swann dans le monde. Mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir. Peut-être sentait-elle qu'il ne pourrait pas y réussir, et même craignait-elle que, rien qu'en parlant d'elle, il ne provoquât des révélations qu'elle redoutait. Toujours est-il qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Swann objectait. « Mais tout le monde n'a pas connu ton amie. »« Mais si, ça fait la tache d'huile. Le monde est si méchant. » D'une part, Swann ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait ses propositions. Le monde est si méchant. Un propos calomnieux fait la tache d'huile, sont généralement tenus pour vrais. Il devait y avoir des cas auxquels elle s'appliquait. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet, lui aussi, à cette lourdeur d'esprit que s'appesantissait sur son père, quand il se posait un problème difficile. D'ailleurs, ce monde, qui faisait si peur à Odette, ne lui inspirait peut-être pas de grands désirs, car pour qu'elle se le représentât bien nettement, il était trop éloigné de celui qu'elle connaissait. Pourtant,
tout en étant restée à certains égards vraiment simple. Elle avait par exemple gardé pour amie une petite couturière retirée dont elle grimpait presque chaque jour l'escalier raide, obscur et fétide. Elle avait soif de chic, mais ne s'en faisait pas la même idée que les gens du monde. Pour eux, le chic est une émanation de quelques personnes, peu nombreuses, qui le projettent jusqu'à un degré assez éloigné. Et plus ou moins affaibli dans la mesure où l'on est distant du centre de leur intimité. Dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de répertoire, les gens du monde le possèdent dans leur mémoire. Ils ont sur ces matières une érudition d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swann, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms des personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance du chic de ce dîner, comme un lettré à la simple lecture d'une phrase apprécie exactement la qualité littéraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes extrêmement nombreuses, quoi qu'en pensent les gens du monde, et comme il y en a dans toutes les classes de la société, qui ne possèdent pas ces notions. Imagine un chic tout autre, qui revêt divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent, mais a pour caractère particulier que ce soit celui dont rêvait Odette ou celui devant lequel s'inclinait Madame Cottard, d'être directement accessible à tous. L'autre, celui des gens du monde, l'est à vrai dire aussi, mais il y faut quelques délais. Odette disait de quelqu'un: il ne va jamais que dans les endroits chics. Et si Swann lui demandait ce qu'elle entendait par là, elle lui répondait avec un peu de mépris. Mais les endroits chics, parbleu, si à ton âge il faut apprendre ce que c'est les endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi? Par exemple, le dimanche matin, l'avenue de l'Impératrice à 5 heures, le Tour du Lac, le jeudi l'Éden Théâtre, le vendredi l'Hippodrome, les bals. Mais quels bals? Mais les bals qu'on donne à Paris, les bals chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais, celui qui est chez un coulissier. Mais si tu dois savoir, c'est un des hommes les plus lancés de Paris. Ce grand jeune homme blond qui est tellement snob, il a toujours une fleur à la boutonnière, une raie dans le dos, des pantalons clairs. Il est avec ce vieux tableau qu'il promène à toutes les premières. Eh bien, il a donné un bal l'autre soir. Il y avait tout ce qu'il y a de plus chic à Paris. Ce que j'aurais aimé y aller. Mais il fallait présenter sa carte d'invitation à la porte et je n'avais pas pu en avoir. Au fond, j'aime autant ne pas y être allée. C'était une tuerie, je n'aurais rien vu. C'est plutôt pour pouvoir dire qu'on était chez Herbinger. Et tu sais, moi, la gloriole. Du reste, tu peux bien te dire que sur 100 qui racontent qu'elles y étaient, il y a bien la moitié dont ce n'est pas vrai. Mais ça m'étonne que toi, un homme si... Psst, tu n'y étais pas. Mais Swann ne cherchait nullement à lui faire modifier. Pardon, c'est mon micro qui j'ai l'impression qu'il a chuté. Voilà, mais c'est pas grave, il est encore là. Mais Swann ne cherchait nullement à lui faire modifier cette conception du chic pendant que la sienne n'était pas plus vraie. Était aussi sotte, dénuée d'importance, il ne trouvait aucun intérêt à en instruire sa maîtresse, si bien qu'après des mois, elle ne s'intéressait aux personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, de concours hippiques, les billets de première qu'il pouvait avoir par elle. Elle souhaitait qu'il cultivât des relations si utiles. Mais elle était par ailleurs portée à les croire peu chic, depuis qu'elle avait vu passer dans la rue la marquise de Villeparisis en robe de laine noire avec un bonnet à brides. Mais elle a l'air d'une ouvreuse, d'une vieille concierge, darling. Ça, une marquise? Je ne suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippée comme ça. Elle ne comprenait pas que Swann habitât l'hôtel du quai d'Orléans, que sans oser le lui avouer, elle trouvait indigne de lui. Certes, elle avait la prétention d'aimer les antiquités et prenait un air ravi et fin pour dire qu'elle adorait passer toute une journée à bibloter,
à chercher du bric-à-brac, des choses du temps, bien qu'elle s'entêtât dans une sorte de point d'honneur et semblât pratiquer quelques préceptes familiales en ne répondant jamais aux questions et en ne rendant pas de compte sur l'emploi de ses journées. Elle parla une fois à Swann d'une amie qui l'avait invitée et chez qui tout était de l'époque. Mais Swann ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait les boiseries. Quelque temps après, elle lui reparla de son amie et ajouta sur le ton hésitant et de l'air entendu dont on cite quelqu'un avec qui on a dîné la veille et dont on n'avait jamais entendu le nom, mais que vos amphitryon avaient l'air de considérer comme quelqu'un de si célèbre qu'on espère que l'interlocuteur saura bien de qui vous voulez parler. Elle a une salle à manger du 18e. Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la maison n'était pas finie. Les femmes y paraissaient affreuses et la mode n'en prendrait jamais. Enfin, une troisième fois, elle en reparla et montra à Swann l'adresse de l'homme qui avait fait cette salle à manger et qu'elle avait envie de faire venir, quand elle aurait de l'argent, pour voir s'il ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle qu'elle rêvait et que malheureusement les dimensions de son petit hôtel ne comportaient pas, avec de hauts dressoirs, des meubles Renaissance et des cheminées comme au château de Blois. Ce jour-là, elle laissa échapper devant Swann ce qu'elle pensait de son habitation du quai d'Orléans, comme il avait critiqué que l'ami d'Odette donnât, non pas dans le Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut être charmant, mais dans le faux ancien, tu ne voudrais pas qu'elle vécût comme toi, au milieu de meubles cassés et de tapis usés, lui dit-elle, le respect humain de la bourgeoise l'emportant encore chez elle sur le dilettantisme de la cocotte. De ceux qui aimaient à bibloter, qui aimaient les vers, méprisaient les bas calculs, rêvaient d'honneur et d'amour, elle faisait une élite supérieure au reste de l'humanité. Il n'y avait pas besoin qu'on eût réellement ses goûts pourvu qu'on les proclamât. D'un homme qui lui avait avoué à dîner qu'il aimait à flâner, à se salir les doigts dans les vieilles boutiques, qu'il ne serait jamais apprécié par ce siècle commercial, car il ne se souciait pas de ses intérêts et qu'il était pour cela d'un autre temps. Elle revenait en disant « Mais c'est une âme adorable, sensible, je ne m'en étais jamais doutée. » Et elle se sentait pour lui une immense et soudaine amitié. Mais en revanche, ceux qui, comme Swann, avaient ses goûts, mais n'en parlaient pas, la laissaient froide. Sans doute elle était obligée d'avouer que Swann ne tenait pas à l'argent, mais elle ajoutait d'un bonheur, pas du tout, mais elle ajoutait d'un air boudeur, mais lui, ça n'est pas la même chose. Et en effet, ce qui parlait à son imagination, ce n'était pas la pratique du désintéressement, c'en était le vocabulaire. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires. Ce mauvais goût qu'elle avait avant toute chose, et qu'il aimait d'ailleurs comme tout ce qui venait d'elle. Qui l'enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait l'air heureux parce qu'elle devait aller à la reine Topaze, ou que son regard devenait sérieux, inquiet et volontaire, si elle avait peur de manquer la fête des fleurs ou simplement l'heure du thé, avec muffins et toast, au thé de la rue Royale, où elle croyait que l'assiduité était indispensable pour consacrer la réputation d'élégance d'une femme, Swann transporté comme nous le sommes, par le naturel d'un enfant ou par la vérité d'un portrait qui semble sur le point de parler, sentait si bien l'âme de sa maîtresse affleurer à son visage qu'il ne pouvait résister à venir l'y toucher avec ses lèvres. Ah, elle veut qu'on l'amène à la fête des fleurs, la petite Odette. Elle veut se faire admirer. Eh bien, on l'y mènera.
Nous n'avons qu'à nous incliner. Comme la vue de Swann était un peu basse, il dut se résigner à se servir de lunettes pour travailler chez lui et à adopter, pour aller dans le monde, le monocle qui le défigurait moins. La première fois qu'elle lui en vit un dans l'œil, elle ne put contenir sa joie. Je trouve que pour un homme, il n'y a pas à dire, ça a beaucoup de chic. Comme tu es bien ainsi. Tu as l'air d'un vrai gentleman. Il ne te manque qu'un titre, ajouta-t-elle avec une nuance de regret. Il aimait qu'Odette fût ainsi, de même que, s'il avait été épris d'une Bretonne, il aurait été heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire qu'elle croyait au revenant. Jusque-là, comme beaucoup d'hommes chez qui leur goût pour les arts se développe indépendamment de la sensualité, un disparate bizarre avait existé entre les satisfactions qu'il accordait à l'un et à l'autre, jouissant dans la compagnie de femmes de plus en plus grossières, des séductions d'œuvres de plus en plus raffinées, emmenant une petite bonne dans une baignoire grillée à la représentation d'une pièce décadente qu'il avait envie d'entendre ou à une exposition de peinture impressionniste, et persuadé d'ailleurs qu'une femme du monde cultivée n'y eût pas compris davantage, mais n'aurait pas su se taire aussi gentiment. Mais avec elle, tâché de n'avoir qu'une âme à eux deux lui était si doux qu'il cherchait à se plaire aux choses qu'elle aimait. Et il trouvait un plaisir d'autant plus profond, non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour, à cause duquel il les avait préférées. S'il retournait à Serge Panine, s'il recherchait les occasions d'aller voir conduire Olivier Métra, c'était pour la douceur d'être initié dans toutes les conceptions d'Odette, de se sentir de moitié dans tous ses goûts. Ce charme de le rapprocher d'elle, qu'avaient les ouvrages ou les lieux qu'elle aimait, lui semblait plus mystérieux que celui qui est intrinsèque à de plus beau, mais qui ne la lui rappelait pas. D'ailleurs, ayant laissé s'affaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse et son scepticisme d'homme du monde, ayant à son insu pénétré jusqu'à elle, il pensait, ou du moins il avait si longtemps pensé cela qu'il le disait encore, que les objets de nos goûts n'ont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire d'époque, de classe, consiste en modes dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguées. Et comme il jugeait que l'importance attachée par Odette à avoir des cartes pour le vernissage n'était pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir qu'il avait autrefois à déjeuner chez le prince de Galles de même, il ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le Riffi fût plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide, et pour Versailles, qu'elle trouvait triste. Aussi se privait-il d'y aller, ayant plaisir à se dire que c'était pour elle, qu'il voulait ne sentir n'aimer qu'avec elle. Comme tout ce qui environnait Odette n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir, causer avec elle, il aimait la société des Verdurins. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumés, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données par les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurins faisaient à Swann en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait mieux que partout ailleurs dans le petit noyau, et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que, par goût, il le fréquenterait toute sa vie. Or, n'osant pas se dire, par peur de ne pas le croire, qu'il aimerait toujours Odette, du moins en supposant qu'il fréquenterait toujours les Verdurins, proposition qui, a priori, soulevait moins d'objections de principe de la part de son intelligence, il se voyait dans l'avenir
continuant à rencontrer chaque soir Odette. Cela ne revenait peut-être pas tout à fait au même que l'aimer toujours. Mais pour le moment, pendant qu'il aimait, croire qu'il ne cesserait pas un jour de la voir, c'est tout ce qu'il demandait. Quel charmant milieu, se disait-il. Comme c'est au fond la vraie vie qu'on mène là. Comme on y est plus intelligent, plus artiste que dans le monde. Comme Madame Verdurin, malgré de petites exagérations un peu risibles, a un amour sincère de la peinture, de la musique. Quelle passion pour les œuvres, quel désir de faire plaisir aux artistes. Elle se fait une idée inexacte des gens du monde, mais avec cela que le monde n'en a pas une plus fausse encore des milieux d'artistes. Peut-être n'ai-je pas de grands besoins intellectuels à assouvir dans la conversation, mais je me plais parfaitement bien avec Cottard, quoiqu'il fasse des calembours ineptes. Et quant au peintre, si sa prétention est déplaisante quand il cherche à étonner, en revanche, c'est une des plus belles intelligences que j'ai connues. Et puis surtout là, on se sent libre. On fait ce qu'on veut sans contrainte, sans cérémonie. Quelle dépense de bonne humeur il se fait par jour dans ce salon-là. Décidément, sauf quelques rares exceptions, je n'irai plus jamais que dans ce milieu. C'est là que j'aurai de plus en plus mes habitudes et ma vie. Et comme les qualités qu'il croyait intrinsèques aux Verdurin n'étaient que le reflet sur eux de plaisir qu'avait goûté chez eux son amour pour Odette, ces qualités devenaient plus sérieuses, plus profondes, plus vitales, quand ces plaisirs l'étaient aussi. Comme Madame Verdurin donnait parfois à Swann ce qui seul pouvait constituer pour lui le bonheur, comme tel soir où il se sentait anxieux parce qu'Odette avait causé avec un invité plus qu'avec un autre, et où, irrité contre elle, il ne voulait pas prendre l'initiative de lui demander si elle reviendrait avec lui. Madame Verdurin lui apportait la paix et la joie en disant spontanément « Odette, vous allez ramener Monsieur Swann, n'est-ce pas ?» Comme cet été qui venait et où il s'était d'abord demandé avec inquiétude si Odette ne s'absenterait pas sans lui, s'il pourrait continuer à la voir tous les jours chez Madame Verdurin. Eh bien, Madame Verdurin allait les inviter à le passer tous deux chez elle à la campagne. Swann, laissant à son insu la reconnaissance et l'intérêt s'infiltrer dans son intelligence et influer sur ses idées, allait jusqu'à proclamer que Madame Verdurin était une grande âme. De quelques gens exquis ou éminents, que tel de ses anciens camarades de l'école du Louvre lui parla, « Je préfère 100 fois les Verdurin, lui répondait-il. Et avec une solennité qui était nouvelle chez lui. Ce sont des êtres magnanimes et la magnanimité, ça y est au fond la seule chose qui importe et qui distingue ici-bas. Vois-tu, il y a que 2 classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivée à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner. Se tenir à ce qu'on aime et pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à la mort. Eh bien, ajoutait-il avec cette légère émotion qu'on éprouve quand, même sans bien s'en rendre compte, on dit une chose, non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'on a le plaisir à la dire et qu'on l'écoute dans sa propre voix, comme si elle venait d'ailleurs que de nous-mêmes. Le sort en est jeté. J'ai choisi d'aimer les seuls cœurs magnanimes et de ne plus vivre que dans la magnanimité. Tu me demandes si Madame Verdurin est véritablement intelligente. Je t'assure qu'elle m'a donné les preuves d'une noblesse de cœur, d'une hauteur d'âme. Ou, que veux-tu, on n'atteint pas sans une hauteur égale de pensée. Certes, elle a la profonde intelligence des arts, mais ce n'est peut-être pas là qu'elle est la plus admirable. Et telle petite action ingénieusement, exquisement bonne qu'elle a accomplie pour moi, telle géniale attention, tel geste familièrement sublime révèle une compréhension plus profonde de l'existence que tous les traités de philosophie. Et voilà pour cette fois où je lisais Un amour de Swann de Proust. Je reviens vite, peut-être tout de suite, peut-être plus tard, vous lire la suite.